Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast, suite de notre série Pourquoi votre équipe gagnera pas le titre. Il nous reste 3 épisodes, 3 équipes à couvrir, les Lakers, le Thunder et les Celtics, du très lourd. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux Lakers avec Matt. Matt, comment ça va? Tu as fait les Knicks, tu as fait les Pistons, c'est un peu une montée en puissance ton chemin dans ces previews. Ouais, clairement. En plus, j'étais pas forcément prévu pour celle-là, mais quand tu m'as dit que j'allais remplacer Adrien, on le salue d'ailleurs, j'étais ravi parce que c'est vrai que c'est une équipe qui m'intrigue, je pense, hein. Elle intrigue pas mal de gens avec le trade qu'on a déjà traité, tout ça. Enfin, il y a eu énormément de changements, un changement de coach. C'est un peu une équipe qui monte en puissance. Du coup, il y aura beaucoup de choses à dire. Donc, ravi de pouvoir parler des Lakers. Alors, précisons que j'ai proposé à Matt de faire les Lakers. Je ne donne pas d'ordre à l'équipe. J'ai déjà une casquette de dictateur très souvent. Disons que j'ai proposé à Matt et on avait... Tiens, on a le temps, on peut le dire maintenant. Hein. Bon, de toute façon, vous en avez peut-être conscience. On enregistre des épisodes tout le temps, là, donc la fatigue parle. On avait un tableur avec des préférences et j'ai vu, Matt Lakers. Je me suis dit, ça correspond parfaitement. Alors, allons-y. Vous le savez sûrement, mais ce sont des previews, des séries, donc n'hésitez pas à aller écouter les précédentes si c'est pas encore fait. On a couvert, je l'ai dit, 14 équipes. On va couvrir 14 équipes durant ces previews. N'hésitez pas, c'est le rappel protocolaire pour reprendre les mots d'Adrien que on salue tous les deux chaleureusement. Podcast Addict, Apple Podcast, Spotify ou encore une fois, s'il y a des épisodes auxquels vous tenez particulièrement parmi les 200 premiers de l'histoire du podcast Dunk Hebdo, je vous invite vraiment à les mettre en lieu sûr. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et également sur Twitter. Matt, je fais pas trop long parce que le résumé de la saison risque d'être long. Peut-être pas aussi long que celui avec Consent parce qu'il y avait 15 000 trucs à dire sur les Nuggets quand on a fait l'épisode Nuggets hier, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Alors, je t'en prie, Matt, fais-nous le résumé de la saison des Lakers. Je pense qu'on va parler de trade, de changement tactique, de coach, etc. Oui, bah c'est vrai que déjà il y a eu, alors il y a pas eu un changement de coach en cours de saison, heureusement. Ils ont pas fait comme leurs concurrents des Nuggets et des Grizzlies, mais bon, on a eu un changement de coach, en début de saison. Du coup, Darvin Ham qui était un peu décrié, on va dire, par les fans. Il y a eu beaucoup de plaintes. Du coup, il a été remplacé par JJ Redick. Donc du coup, JJ Redick qui faisait des podcasts avec LeBron James. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que ça en est pas une? Ça, à vous de, à vous de décider. Mais en tout cas, JJ Redick a été intronisé sur le banc des Lakers. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'effectif, lui, n'a pas grandement bougé, en tout cas en début de saison. Mais il a fait des choses tactiquement, en tout cas, qui ont été intéressantes. On a vu une utilisation d'Anthony Davis, qui était différente, où il était moins utilisé en finisseur, beaucoup plus en créateur. C'est une équipe finalement que quand on regarde un peu aussi son classement, elle a pas trop bougé. Elle est souvent restée aux alentours de aujourd'hui ils sont 3e, mais ils ont souvent été entre 3 et 6, sans jamais vraiment aller dans le play-in, contrairement à beaucoup de leurs concurrents, ou si on prend les Nuggets, les Grizzlies, ce genre d'équipe, les Clippers, qui ont un peu fait l'yo-yo entre le play-in et puis qualifiés directement en play-off. Eux, ils ont été assez réguliers malgré le trade qui a eu lieu, on en reparlera un peu après, de Luka Doncic. Ils n'ont pas non plus énormément d'absence. Il y a eu un petit peu Anthony Davis, mais finalement, c'est vrai que ces dernières saisons, on n'a pas eu un Davis qui a été beaucoup blessé. Donc, Redick a pu compter un peu sur tous ces joueurs. Donc, ils ont fait une saison plutôt bonne jusqu'en février, où, comme j'ai dit, ils étaient souvent entre 3 et 6 avec, pareil, un net rating plutôt correct. Il y avait quelques questions quand même défensives où il y a eu par moments un peu dans les rotations défensives, tout ça, on voyait un peu contre les Suns, je me rappelle certains matchs où c'était compliqué face à des équipes comme ça, mais équipe globalement régulière. Et puis il y a eu ce coup de tonnerre en février où il y a eu cet énorme trade. Bon, je vous renvoie sur la vidéo qu'on a fait. On a fait un live spécialement là-dessus. Je vais pas non plus revenir sur tous les détails, mais en tout cas, oui, ça a été un tonnerre ce trade. Du coup, un Luka Doncic leur est tombé un peu sur la tête, comme je disais, sans vraiment qu'il le veuille. Ça a été un peu la bourde de Nico Harrison, enfin, en tout cas, qui a appuyé sur le bouton, et du coup, les Lakers ont accepté le trade. Du coup, ils se retrouvent avec Luka Doncic, ce qui fait qu'au final,
l'équipe qu'on traite aujourd'hui, c'est un peu l'équipe nouvelle depuis février. L'équipe d'avant, c'est pas on la jette à la poubelle, mais un peu quand même, parce que quand t'as un joueur comme Luka qui emmagasine autant d'usage, qui prend autant de place dans ton effectif, c'est un peu comme Harden où il dit c'est un système à lui tout seul. Luka Doncic, c'est un peu pareil. C'est un peu le même style de joueur. C'est des systèmes un peu à eux tout seuls. Où on a un peu ce style héliocentrique. C'est lui qui va créer le premier décalage. Il a souvent des joueurs finisseurs autour. Bon, là, il va avoir LeBron James pour l'épauler, mais en tout cas, c'est des tout nouveaux Lakers, en fait, qu'on a aujourd'hui. On a fait le power ranking il y a pas si longtemps. C'est vrai que on était tous pas non plus très chauds parce qu'on n'avait pas encore beaucoup de matchs pour analyser tout ça. En tout cas, moi je m'attendais à ce l'attaque carbure. Je trouve c'est pas encore trop ça. C'est un peu en demi-teinte. Par contre, c'est vrai que là où je suis surpris, je pense qu'on en parlera un peu plus en détail après, mais la défense, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon défensivement. Tu l'as très bien dit, Matt, c'est un peu difficile et c'est le cas avec beaucoup d'équipes à l'Ouest. Hein. On parlait des Clippers il y a quelques jours. Les Clippers, la version actuelle des Clippers, celle qui va entrer en playoff, c'est pas tellement celle qu'on a vue durant toute la saison parce que Kawhi était pas là pendant une partie de la saison, parce que Norman Powell était un peu blessé. Les Warriors, c'est la même chose. Trade de Jimmy Butler, donc les Warriors du début de saison, on peut un peu les jeter à la poubelle. Donc c'est un peu compliqué de discuter de certaines de ces équipes, ou en tout cas, plus que compliqué, faut un peu faire avec un échantillon qui est pas de 82 matchs, mais qui est plutôt de... Et encore, les Lakers, on va même en parler. L'échantillon, il est de combien de matchs? Parce que les Lakers ont une particularité, c'est qu'il faut se souvenir qu'il y a eu les terribles incendies du côté de Los Angeles, ce qui fait qu'ils ont un calendrier ultra resserré sur la fin de la saison. Ce qui fait que, en plus, il faut peut-être il faut considérer, en plus on va dire de l'effectif changé, la répétition des matchs qui sera pas la même en playoff, parce qu'il y a il y a une séquence à la mi-mars, fin mars, où ils ont joué genre 8 matchs ou 6 matchs en 8 jours, ou 8 matchs en 10 jours, je sais plus. Enfin, il y a un 8 dans le chiffre, en tout cas. Donc, effectivement, il y a cet aspect-là qui est assez difficile. Matt, peut-être pour revenir sur les individualités avant de parler des choses qui fâchent, les 3 raisons pour lesquelles ils vont pas gagner le titre. On en a parlé un peu en off. LeBron fait pas un bon début de saison. On va en parler un peu plus tard. Luka fait un début de carrière sous la tunique des Lakers pas incroyable non plus. Austin Reeves monte en puissance dans la saison. Est-ce que on est sur les 3 joueurs majeurs des Lakers est-ce qu'ils sont en train d'atteindre un pic de forme actuellement, selon toi? Oui, j'ai un peu l'impression. Lucas, c'est vrai que sa saison, elle est un peu bizarre. Alors, bon, il a eu sa blessure quand il était encore du côté de Dallas, qui l'a éloigné, je crois, pas loin de 2 mois des parquets, puisque même quand il arrive aux Lakers, il a manqué un peu le début. Il a vraiment commencé son premier match le 10 février. Et c'est vrai que c'est un peu. Je restais un petit peu sur ma faim quand je regardais les matchs. On avait l'impression qu'il allait pas autant au panier qu'habituellement. Il y avait du coup, s'il va moins au panier, forcément, il y avait des prises de décision, il créait moins de décalage, tout ça, il jouait aussi beaucoup sur son pull-up, je trouvais des fois un peu trop. On sait que c'est quand même aussi sa force, il aime beaucoup ça, le pull-up à 3 points, mais j'avais l'impression qu'il jouait un peu trop là-dessus sur certains matchs. On sentait je pense le temps qu'il se remette en forme quand t'es absent autant longtemps, tu sentais qu'il était un peu rouillé, entre guillemets. Et LeBron James, c'est un peu pareil. Le début de saison, c'est vrai, était vraiment pas bon. Surtout défensivement, je trouvais que c'était vraiment compliqué. Des rotations au panier qu'habituellement il faisait, tu sentais qu'il s'en fichait, parce que de toute façon, on peut pas dire que c'est du QI basket, puisque LeBron James, je pense que depuis toutes ces années, et puis en plus du côté quand il était dans son pic à Miami, c'était typiquement le genre de rotation qu'il faisait à un niveau même élite. Donc je pense que ouais, il se préserve aussi. Je pense qu'il est malin. Il se préserve un peu pour les joutes de play-off ou plus tard dans la saison. Je pense que des fois il fera les efforts, des fois il les fera moins. C'est peut-être plus de la gestion de son corps plutôt que vraiment une vraie envie. Mais en tout cas, c'est vrai que une saison un peu compliquée au début, ça a un peu monté en puissance aussi de son côté. Mais en tout cas, sa saison globale, j'ai un peu du mal à la juger. On est quand même sur un LeBron, on en parlera je pense un peu plus en détail, mais qui est quand même, on arrive sur la fin, il a quand même 40 ans et tu sens que là le poids des années commence un peu à se faire sentir.
Ok, et ben Matt, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la saison des Lakers? Non, je crois qu'on a fait le tour. Eh ben, enchaînons parce que bien évidemment certains points vont être abordés dans les 3 raisons pour lesquelles votre équipe ne gagnera pas le titre. Précisons, parce que peut-être que nous avons des fans des Lakers qui arrivent maintenant, c'est un format qui s'applique à toutes les équipes. Voilà, ce n'est pas une attaque volontaire envers les Lakers, ça s'applique à toutes les équipes. Maintenant, il y a une playlist, il y a beaucoup d'épisodes à ce sujet. Première faiblesse, première raison, Matt, c'est donc des ratings, je te cite, des ratings bas pour un contender. Oui, alors il faut savoir que les stats que j'ai pris, c'est seulement depuis que Luka Doncic est arrivé, donc depuis le 10 février, parce que je pense que, comme j'ai dit avant, on peut un peu jeter à la poubelle vu que c'est un peu une nouvelle équipe. Et c'est vrai qu'on a quand même un bon sample de matchs. Depuis le 10 février, on peut quand même un peu juger cette équipe. Et c'est vrai que quand on regarde le rating offensif, ils sont 13e, et le rating défensif, ils sont 17e. Et c'est vrai qu'on peut pas dire que ce soit très bon. Ils ont même un net rating de 13e qui a plus 2, ce qui est plutôt banal. Généralement, quand on a une équipe qui va en finale de conf ou qui est champion NBA, on est plutôt aux alentours des plus 5, plus 8. Donc c'est vraiment très faible. Ça pose un peu des questions parce qu'en plus, il y a eu un thread, j'ai vu sur Twitter, qui est intéressant, qui un peu recense les ratings de tous les derniers champions. Quand on prend sur les 20 dernières années, si on prend la moyenne, en moyenne, le champion NBA, il avait un rating, on nous dit souvent qu'il faut être plus 10, il faut être top 10 dans les deux. Mais en fait, les champions des 20 dernières années, c'était même top 6 en moyenne dans les deux. Et si tu prends la médiane des deux, des offensive rating et defensive rating, en général, la médiane, c'est 6e attaque et 4e défense. Donc en fait, on se rend bien compte qu'il faut être vraiment ultra élite pour être champion NBA. Donc déjà, la première raison de pourquoi il gagnera pas, bah déjà, je trouve que les ratings sont pas très bons. Je pense que c'est dû au fait que aussi c'est rare qu'une équipe devienne championne. On le dit souvent quand il y a un trade majeur en niveau saison. Là, en plus, c'est même plus qu'un trade majeur, c'est vraiment un trade énorme puisque c'est limite ta première option, ton franchise player. Là, c'est comme s'ils avaient un nouveau franchise player en fait, tout bonnement. Donc là, faut intégrer un nouveau franchise player dès le 10 février dans ton équipe et ça donne ce résultat-là. Alors, est-ce que les ratings on peut se dire, sont justes parce que tu peux pas juger sur une saison entière, tu juges un peu sur une demi-saison. Peut-être que si Luka et tout l'effectif des Lakers avaient une saison entière avec eux, peut-être que le rating aurait été bien meilleur. Donc c'est vrai que ça pose un peu des questions et c'est ce qu'on disait un peu en première partie. Le fait que sur certains matchs, tu vois que ça fonctionne bien, puis sur d'autres, ça fonctionne un peu moins bien. Les Lakers ont été finalement un peu irréguliers depuis que Luka est arrivé. Ouais, je te rejoins. Moi, je suis assez traumatisé par un match de Luka peu après son arrivée contre Charlotte, qui est potentiellement le pire match que j'ai vu de Luka en NBA. Vraiment catastrophique, hors rythme et qui tentait des choses. Alors, c'est vrai que tu as bien fait de l'insister, Matt, parce qu'on parle beaucoup du temps d'acclimatation pour Luka chez les Lakers, mais rappelons que c'est aussi un temps de retour de blessure à la fois. Donc, il y avait les deux dimensions. Et je me rappelle aussi de ces Lakers qui font un road trip. Il y a un moment, ils partent à l'est, pardon. Ils perdent contre ils perdent contre les Celtics, ils perdent contre Brooklyn, ils perdent contre Milwaukee et ils reviennent à l'ouest pour perdre à Denver enfin. Donc tu as 4 défaites de suite. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui fait un peu le yo-yo. Si tu regardes même en termes de enchaînement de victoires et de défaites, enfin, ils font des séries de deux défaites, ils gagnent 5-6 matchs, puis ensuite, il y a un peu cette irrégularité, effectivement, qui doit en général plomber leur rating. Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou est-ce que tu veux passer sur le point suivant? On peut passer au point suivant. Eh bien, allons-y. C'est la dépendance du pull-up à 3 points. Alors, parle-nous du pull-up à 3 points. Est-ce que c'est très étonnant pour une équipe où il y a Luka Doncic, qui a une certaine dépendance à ça? Non, c'est sûr que c'est pas. Je pense que c'est pas étonnant, mais c'est vrai que du coup, quand on regarde un peu, en fait, ils sont depuis le trade, ils sont 4e de NBA en termes de fréquence de pull-up à 3 points. Je dis bien parce que on a aussi le pull-up à 2 points, mais là, c'est vraiment le pull-up à 3 points où ils sont 4e de NBA. En termes de fréquence, donc il y a les Boston, Minnesota, que vous avez traité avec Constant. Je crois que d'ailleurs c'est un des points de Constant qui disait que le shot making des Timberwolves sera clé pour eux. On a les Cavs et puis on a les Lakers qui sont 4e depuis le trade, avec une efficacité où ils sont 11e. Alors
Non, c'est pas tellement étonnant vu les 3 joueurs qu'ils ont qui en prennent beaucoup. Donc, comme tu as dit, il y a Luka, il y a aussi maintenant LeBron James, vu qu'il va beaucoup moins au cercle. Maintenant, il prend beaucoup de pull-up à 3 points. Et puis, on a aussi Austin Reeves, où lui, par contre, c'est peut-être le meilleur des trois, on va dire, en termes de shooting à 3 points du côté des Lakers. Mais moi, ce qui me posait plus question, c'est que qui dit beaucoup de pull-up à 3 points, dans leur régime de tir, c'est une équipe qui va pas énormément au cercle. Et c'est peut-être ça, en fait, qui m'inquiète le plus. C'est qu'en fait, quand on regarde un peu les fréquences, c'est une équipe alors qui prend énormément de 3 points. Mais quand je suis allé voir, donc ils sont dans les premières équipes à prendre le plus de 3 points, ils sont troisième de NBA. Le côté positif, par contre, c'est qu'ils génèrent énormément de corners à 3 points. Mais je me suis dit, est-ce que c'est dans ces 3 points générés où ils sont troisième, est-ce que c'est beaucoup de catch and shoot? Mais en fait, quand tu vas voir les catch and shoot sur NBA.com, ils sont à peu près dans la moyenne de la ligue. Donc en fait, c'est vraiment, ils sont énormément dépendants de leur pull-up à 3 points. Et c'est vrai que vu que c'est un shoot qui a une énorme variance, même s'ils ont les joueurs pour les mettre, je pense que faut faire attention parce que sur certains matchs, comme je disais, où j'ai vu Luka, c'est un peu le Luka des fois que j'aime pas trop voir, où il en prend trop et où finalement des fois il y a un écran qui est posé au lieu d'essayer un peu de mettre de pression vers le cercle, de pression dans la peinture, où c'est là où il est le plus fort, où finalement il attire les aides et il va pouvoir trouver un bon shoot. Là il se met à prendre un peu des pull-ups des fois contestés. Tu dis bon, c'est dommage, je pense qu'il y aurait eu mieux à faire sur ces possessions là, et puis du coup ça peut te coûter des matchs. Et là j'ai retrouvé effectivement ils sont 23e de NBA en fréquence au cercle. Et quand t'as un joueur comme LeBron, un joueur comme Luka, je trouve que ça fait peu du coup. Mm. Ouais, je te rejoins complètement. Ils sont 30, 29, 28, 27. Ils sont 27e en termes de drive par match. Donc, c'est vrai qu'il y a peu d'accès au cercle. Et là où ça peut être un peu frustrant du côté des Lakers, et je te rejoins complètement, c'est que, bon, LeBron, maintenant, il est à un stade de sa carrière où sur le premier pas, il grille plus personne. Et même, c'est un constat qu'on avait fait dans le DH1 il y a quelques années, mais maintenant, je pense que même certains intérieurs athlétiques se font plus déborder par le premier pas de LeBron. Ce qui pouvait être un peu un moyen de contournement pour lui il y a quelques années, c'est même plus le cas maintenant. Cependant, oui, je te rejoins complètement, Luka. Et je trouve que, alors j'ai pas les stats pour appuyer ça, mais au début de son arrivée du côté des Lakers, il y avait vraiment ça, parfois de prendre des pull-ups, d'essayer de rentrer dans le match avec du pull-up. Il y avait la stat qui était donnée par j'ai oublié son prénom, le beatwriter des Lakers sur The Athletic Buha, je sais plus son prénom, bref, Joshua, ouais peut-être, bref, qui expliquait que Luka était numéro 1 en termes de points sur les premiers cartons, que Luka marquait beaucoup en premier carton, et j'ai l'impression que, alors, simple impression visuelle en regardant les Lakers parfois, c'est que Luka fait souvent ça sur du pull-up, c'est-à-dire qu'il y a une capacité à se mettre dans le match avec du pull-up, et je te rejoins, c'est peut-être un peu inquiétant de pas avoir cette variance, surtout vis-à-vis de Luka, c'est peut-être lui l'arme du drive, parce que je te relance là-dessus, Matt, mais concrètement, qui est capable de mettre de la pression sur le cercle avec de la création pour lui-même en dehors de Luka? C'est peut-être pas le jeu d'Austin Reeves et c'est peut-être plus le jeu de LeBron. C'est ça, Austin Reeves peut le faire un petit peu, il a ce côté un peu crafty que j'aime bien où il peut aller au cercle, mais il peut pas le faire à un niveau, il va le faire aller, on va dire, 10 fois par match si En si playoff on en plus. résume. Voilà, 8-10 fois par match. LeBron, maintenant, j'ai pas les stats sous les yeux de LeBron, mais je crois qu'il doit y aller une dizaine de fois, il me semble, quelque chose comme ça. Contrairement au avant, il y allait 20 fois. Et Luka, maintenant, j'ai pris les stats sous les yeux, ce qui me semblait que ça avait pas mal baissé. Et Luka, depuis qu'il arrive aux Lakers, c'est 16 drives par match. Mais en fait, pour Luka, c'est pas énorme. Luka, du côté de Dallas, il était souvent premier de NBA avec Shea, là, qui est à 20,6 drives par match. Je sais que les deux se bataillaient souvent en termes de nombre de drives. Et c'est vrai que ça a pas mal baissé, 4 drives par match en moins, c'est quand même beaucoup. Donc ça va être essentiel pour ces Lakers parce que il n'y a pas non plus énormément de connecteurs, je trouve. On est sur une équipe où il y a beaucoup de finisseurs finalement. Quand tu prends les Dorian Finney-Smith, les Rui Hachimura, Jackson Hayes, c'est beaucoup de finisseurs en fait au final. C'est pas des joueurs qui vont pouvoir te faire fructifier si tu arrives à créer un pré-décalage. C'est des joueurs, il faut qu'ils aient leur décalage de créer pour pouvoir exister, sinon ça va être très compliqué. Donc ça va être vraiment la clé, c'est que Luka aille dans ses spots, drive. Il y a même aussi un aspect, ça me fait penser
où je trouve que, alors peut-être que Redick garde cette carte pour les playoffs. Moi, il y a un truc qui me frustre, c'est même l'année dernière, ça me frustrait du côté de Dallas. Je trouve que ils appuient pas assez sur la carte post-up de Luka Doncic. Doncic, il fait plus de 2 mètres avec, on sait, il est très épais. Bah, souvent, quand tu provoques un mismatch, on l'a vu un peu là sur les derniers matchs du Thunder, mais même s'ils ont par exemple des gros défenseurs comme Carson Wallace où il arrive à provoquer le switch, mais Luka Doncic est tellement beaucoup plus épais que si tu fais un post-up, tu vas directement attirer plus ses aides. Alors peut-être qu'il garde cette carte pour les playoffs, comme je disais, mais c'est un truc aussi, j'aimerais beaucoup le voir beaucoup plus, parce que ça c'est pareil, ça va pouvoir vraiment beaucoup de jeux pour les Lakers, mais je trouve que on le voit pas assez en fait au final. C'est cette stat que j'utilise très très souvent dans ces previews, mais c'est la stat du pourcentage de shoot créés par soi-même, self-created shot. Et c'est assez intéressant de voir l'évolution des Lakers sur cette saison dans cette stat parce que c'était une équipe qui était très 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 mal classée sur cette stat-là. Et globalement, si t'es pas Golden State ou Denver, c'est pas une stat où tu vas être très très bas parce que c'est à dire que tu reposes beaucoup sur la création par toi-même. Pardon, ça veut dire que tu reposes beaucoup sur la création collective de ton équipe et autant ça peut s'expliquer du côté des Warriors, mais on en a parlé hier avec Constant. Du côté de Denver, c'est un peu plus difficile. Les Lakers étaient 24e à cette stat au mois de février et ils ont beaucoup progressé parce qu'au mois de mars, ils étaient 12e. C'est-à-dire que je pense que dans le mieux des Lakers, peut-être actuellement, il y a aussi cette volonté d'être un peu plus une équipe qui apporte un peu plus de variété offensive. Mais comme tu l'as dit, c'est peut-être pas encore assez suffisant. Matt, on peut enchaîner. Et alors, je ne croyais jamais, j'aurais jamais cru qu'on allait avoir un point justifié sur LeBron James sans Luka Doncic. Alors déjà, rien que le titre il y a 6 mois aurait été très marrant, mais LeBron James sans Luka Doncic, pardon, LeBron est un joueur qui, en gros, je vais le résumer comme ça, se pose la question de la viabilité de LeBron en playoff en tant que moteur offensif principal d'une équipe dans les minutes sans Luka. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça, parce que c'est vrai que ça m'a frappé un peu quand je regardais certains matchs. Il y a eu notamment le match contre les Knicks où c'est vrai que tu sens qu'en fait, qu'à chaque fois que Luka n'est plus sur le terrain, les Lakers, ils arrivent plus à se créer des tirs faciles. Et tu sens que, comme on disait un peu en intro, LeBron, il met beaucoup moins de pression vers le cercle. Tout simplement, c'est un joueur, tu regardes sa fréquence au cercle, elle fait que baisser d'année en année, ce qui est un peu logique, tu me diras, parce que vu l'âge, forcément, il fallait qu'à un moment ça arrive. Mais si je reprends un peu sa fréquence de shoot, on est à 35% au cercle, c'est autant que sa saison rookie. Donc c'est vraiment très fait pour lui, où dans son pic, il était dans les 47%. Et puis c'est un joueur maintenant qui s'appuie beaucoup sur le mid-range, un peu comme James Harden en fait au final. James Harden, c'est un peu le cas aussi, où c'est des joueurs maintenant qui vont beaucoup moins en cercle, et qui dit va moins en cercle, c'est son plus haut pourcentage de longs tirs à 2 points. Et il est aussi dans son plus haut pourcentage de tirs à 3 points. Mais c'est surtout, au lieu d'aller au cercle, au final, il trade un peu ses tirs au cercle pour des longs tirs à 2 points. Mais qui dit long tir à 2 points, la défense va moins venir aider. Et qui dit moins venir aider, ça va moins créer de décalage après pour tes coéquipiers. Comme on l'a dit, vu qu'ils n'ont pas de connecteur, tout ça, c'est compliqué du coup à créer facilement du jeu pour ces Lakers-là. Et on voit même souvent un LeBron James qui n'a pas la balle, c'est plutôt Austin Reeves qui est préféré à lui dans ces minutes-là, alors que moi j'aime bien, hein, il y a des choses intéressantes qui sont faites. Les choses intéressantes moi que j'aime bien là-dessus, c'est quand on a Austin Reeves et LeBron James qui est en poseur d'écran. Là c'est un peu des séquences de jeu que j'aime bien, mais c'est pareil, je trouve que c'est pas non plus énormément utilisé, mais ça pose question. Et puis pareil, quand tu regardes un peu les chiffres quand LeBron est sur le terrain sans Luka Doncic, on a un offensive rating de 114. Et c'est pas très haut. 114, c'est vraiment pas très bon. Je sais même pas sur l'échelle où ça se situe, mais je pense qu'on est dans le bottom 10 de la NBA. C'est vraiment un chiffre qui est pas très bon. Et la stat est encore plus inquiétante. Si t'affines LeBron pas sur le terrain dans les matchs où il y a Luka et LeBron, ça te donne 242 minutes, ce qui est quand même commence à être significatif, hein. Et leur net rating est à moins 4,5 avec LeBron. Donc, ce sont des minutes qui seront potentiellement problématiques. Après, astérisque, à quel point LeBron est pas dans une gestion
actuel, avec l'expérience qu'il a, dans sa volonté de appuyer. Tu l'as dit, ça fait plusieurs années que LeBron insiste dessus sur sa volonté de laisser une partie du playmaking. Cette année, il a laissé encore beaucoup plus de playmaking à Austin Reeves avant même le trade de Luka. Donc, voilà, il a vu Luka, il a bien évidemment encore plus laissé de playmaking. Donc, à voir si LeBron n'est pas pas capable d'un peu hausser son niveau de jeu, mais je te rejoins parfaitement. Et pour moi, ça rejoint, et c'est là où le cercle se referme par rapport à ce qu'on a dit au début, c'est que je pense aussi que LeBron est victime du fait qu'il puisse plus faire de grosses différences sur du 1 contre 1. Voilà. Le fait que LeBron soit devenu un joueur qui prend beaucoup de pull-up, on l'a dit, certes, c'est parce qu'il est plus adroit, en fait, au pull-up maintenant et que sa pourcentage à 3 points est meilleur, mais quand tu as un moteur offensif, ou en tout cas le meilleur joueur offensif théoriquement de ton équipe dans les 5 sans Luka, qui est pas capable de faire de la différence sur du 1 contre 1 ou qui galère beaucoup plus, bah forcément ton attaque elle s'en ressent. Et c'est pour ça où, dans ce scénario-là, l'importance de Austin Reeves, comme tu l'as dit, sur du remonter le ballon ou d'être porteur de balle devient totalement primordial, quoi. Est-ce qu'on en a terminé, Matt, ou est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Ouais, il y avait rapidement le côté défensif, où on l'avait un peu évoqué, mais c'est pareil, un peu sur courant alternatif, où depuis quand même le trade de Luka Doncic, on a eu des séquences de matchs où je l'ai trouvé intéressant, où il était pas mal utilisé en défenseur d'aide, et du coup ça a permis à ces Lakers dans ces schémas un peu, on en reparlera je pense un peu plus après, mais dans ces schémas agressifs un peu de JJ Redick, il a été bien inséré là-dedans. Mais c'est pareil, c'est un peu, il y a eu d'autres matchs là dernièrement, notamment contre OKC où j'ai vu des séquences où c'était un peu moins bon. Donc, soit c'est de la gestion, mais on sent bien qu'on n'a plus un LeBron qui peut à la fois être utilisé énormément en attaque et en défense, sachant qu'il a un usage encore de 30%. Donc c'est énorme. Mmh. Sachant qu'en plus, tu vois, on peut se dire, Matt, que sur la durée d'une campagne de playoff où, je l'ai dit dans l'épisode sur les Clippers, hein, mais il y aura 4 séries de très très haut niveau, je suis pas sûr que LeBron James en 2025 soit capable d'avoir 4 séries de très très haut niveau en termes défensifs, dans une équipe où on va venir, on l'a pas cité comme point négatif, mais on aurait pu, dans une équipe où il y a des problématiques à l'intérieur qui peuvent se poser également. Donc c'est ça. Je propose, Matt, du coup, qu'on avance tranquillement vers le point positif, le motif d'espoir. Il y a plusieurs motifs d'espoir, hein, parce que bien évidemment c'est le format qui fait ça. On a été assez négatif, mais c'est une des équipes majeures de ces futurs playoffs, pardon. On va commencer en parlant de défense pour le motif d'espoir. Oui, alors la défense, je trouve que ça a été vraiment, comme je disais au Power Ranking, moi j'avais même mis dans les points négatifs. Je pense qu'ils seront pas Tout dans le mon monde, je pense. contender parce que ils seront pas assez forts en défense. En fait, c'est vrai que quand tu vois sur le papier, forcément tu n'as plus Anthony Davis, tu le remplaces par Jackson Hayes qui, en plus, avant l'arrivée d'Anthony Davis, avait pas forcément énormément de minutes. Ça fait un petit moment maintenant qu'il est du côté des Lakers, mais on n'en a pas un vrai souvenir au final, ce qui, je pense, c'est pas un hasard. Mais c'est vrai que j'ai été assez surpris. Je trouve qu'il s'est plutôt bien adapté au schéma de Redick, où en fait, Redick utilise un schéma qui a été énormément utilisé du côté de Dallas. C'est on fait du switch. On accepte de faire switcher tout le monde. Ils ont l'avantage d'avoir un 5 très grand. Je pense que ça, c'est vraiment un très gros avantage parce qu'en fait, ton poste 1, entre guillemets, moi j'aime pas trop ce terme, poste 1, poste 2, mais on va dire que vu que ton initiateur, c'est Luka Doncic, qui fait plus de 2 mètres, ça t'offre un énorme avantage. Le plus petit, je ne saurais même pas dire qui c'est, tellement ils doivent faire tout le 5 majeur doit faire ça plus doit de être 2 Austin mètres. Reeves dans le plus petit. Oui, il y a Austin Reeves, Ouais. pardon. C'est vrai qu'il y a Austin, mais Austin, je crois, fait 6'5 quand même. Donc il est pas non plus si petit que ça. Mais ce qu'ils font, c'est au lieu d'avoir une couverture en edge ou en drop où tu concéderais un 4 contre 3, où tu laisserais un peu une poche à ton adversaire, ils préfèrent switcher. Et ce qu'ils font, en plus, à l'ouest, ils ont l'avantage à part, j'allais dire à part OKC, mais même OKC, ils ont ces problèmes-là de spacing. En fait, toutes les autres équipes ont des problèmes de spacing, et eux, ce qu'ils font, c'est, en fait, ils ignorent les moins bons shooters à 3 points. Et je trouve qu'ils sont assez disciplinés là-dessus, où ils choisissent bien. Et je me rappelle notamment un match contre les Clippers, où ils savaient bien qu'ignorer. Quand il y avait Kawhi Leonard dans un corner, non, Kawhi, on va bien le surveiller, on va laisser un joueur sur lui. Par contre, quand il y avait Derrick Jones Jr., des joueurs comme ça, eux, on va les ignorer. On va mettre 2 ou 3 joueurs qui vont être dans la raquette.
c'est un peu une défense hybride qui est en limite du homme à homme et une zone où en fait, quand James Harden par exemple avait la balle, on avait 2 joueurs qui dézonaient, ce qui fait que James Harden il avait plus du tout de ligne de drive. Un peu ce que fait aussi Spoelstra du côté de Miami quand on avait vu quand ils étaient en playoff. C'est un peu le même genre de défense où en fait ils font du zonage et puis en fait ils s'en sortent bien parce que ils ont tellement des grands à l'intérieur que finalement schématiquement on a vu là les derniers matchs contre OKC où ça a extrêmement bien marché, où même quand les équipes essayaient d'attaquer par un côté, ils surchargent le côté fort, où en fait côté ballon ils amènent un deuxième joueur pareil où ils ignorent les moins bons shooters, et à chaque fois on voit ça donne des très bonnes possessions défensives. C'est pour ça que Matt et Greg sont des rookies de l'année. On va donner 2 rookies de l'année chez Dunkedo. Austin Reeves, c'est effectivement 6'5", hein, donc 1,96, un truc comme ça. Donc félicitations. Ouais, bravo de mémoire. Je te rejoins totalement. Faut pas t'auto-flageller sur le fait que t'avais considéré, tu avais des inquiétudes vis-à-vis de la défense des Lakers, parce que tout le monde en avait. Franchement, je veux dire, rappelons-nous, simple fait, ils ont essayé de trader pour un pivot il y a genre 2 mois. Donc, il y a un moment avec Mark Williams. Donc, il y avait une inquiétude, certes, qui n'était pas un profil défensif, Mark Williams, mais tout le monde se posait des questions vis-à-vis de l'attaque. Et c'est là où il faut donner beaucoup de crédit à JJ Redick. Je ferai pas, ce n'est pas mon, on va dire, mon domaine de compétence maximale. Donc, je vais pas te reprendre sur le côté tactique. Moi, ce qui m'impressionne, c'est simplement leur longueur, en fait. Si tu prends Dorian Finney-Smith, Larry Hachimura, les Jared Vanderbilt, théoriquement, leur rotation de playoffs sont peut-être très très longues, sans compter les LeBron James. Bon. J'ai toujours une petite inquiétude. C'est le motif d'espoir, Matt, mais on peut en parler. Tu fais quoi si un jour tu te retrouves dans une situation où Jackson Hayes prend des fautes et que l'équipe en face joue grand? C'est le seul petit truc où peut-être, rappelons que Jackson Hayes, il y a une stat chez Basketball Index de la fréquence de temps que tu passes en foul trouble, en problème de faute, quoi. Et Jackson Hayes est 6e en NBA. Hein. Donc c'est un mec qui a quand même, pour un temps de jeu qui est pas si énorme que ça. Hein. Donc il y a des séquences que tu devras peut-être jouer sans Jackson Hayes. Est-ce que ce sont des minutes qui t'inquiètent? Ou pas du tout? Pas totalement, parce que j'ai bien aimé. En fait, je trouve qu'ils ont une bonne aussi flexibilité de line-up, où ils utilisent énormément Dorian Finney-Smith en poste 5. Et au final, je sais pas, en plus ce trade-là, ils le font avant l'arrivée de Luka. Alors je sais pas, en fait c'est marrant parce que je sais pas ce stratégie, j'aurais bien voulu savoir ce que le front office un peu avait derrière la tête, mais je trouve que ce trade fait énormément sens maintenant, fait même beaucoup plus sens depuis que Luka est là. Parce que du coup, ça t'offre en fait d'utiliser Finney-Smith en poste 5. Je trouve qu'au final, il tient bien. Puis quand tu regardes un peu à l'ouest, il pourrait être inquiété par Nikola Jokic. C'est peut-être là une match-up qui sera un peu compliquée, même si on a vu un match contre Denver où Redick avait un plan de jeu spécial pour Jokic. En fait, il faisait du fronting the post. C'est simplement, on met un joueur devant Nikola Jokic pour empêcher de recevoir le ballon, puis un autre joueur derrière, c'est un peu une sorte de prise à deux pour le couper de l'action en fait complètement. Ça avait très bien marché. Et puis ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est comme je disais, c'est profiter de Denver à un spacing pas bon du tout, et ils peuvent profiter de ça. Et je pense que c'est aussi, ils ont aussi un avantage par rapport à ça, c'est que aucune équipe de l'Ouest, je le répète, a un bon spacing, et avec leur schéma, c'est là en fait où c'est un vrai motif d'espoir, c'est que je pense que leur schéma peut marcher contre quasiment tout le monde. Le match contre les Clippers, ça a bien marché, même quand on regarde en saison régulière. Les 2 derniers matchs contre OKC, c'était pareil. Contre Denver, ils ont réussi à trouver des solutions. Memphis aussi. Donc Golden State, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais c'est peut-être moins probable qu'ils se rencontrent, on va dire, dans une série de playoffs. Donc c'est vraiment, moi je trouve qu'ils ont, en tout cas défensivement, ils ont vraiment des solutions à tout. Et puis comme on l'a dit, ce 5 très grand, même Rui Hachimura qui font jouer en ailier, qui est quand même plutôt épais. Et puis je trouve qu'il a quand même fait, on en reparlera dans un autre point sûrement de ce joueur-là, mais qui a aussi fait des progrès défensifs. Au final, avec ce 5-là, ils peuvent vraiment poser des gros problèmes. On en parlait, alors je crois que c'était en off avec Constant. Je vous avoue que là, on a beaucoup enregistré, donc la frontière entre ce qui a été enregistré et ce qui n'a pas été enregistré est un peu floue à ce stade, mais on en parlait en off avec Constant du fait que, et c'est Constant qui en parlait, qui observait ça, c'est que ce fameux choix qui est un peu caricaturé, dont tu as parlé, Matt, de choisir en gros ton poison et de laisser certains shooters plus ouverts, en tout cas de laisser certains shooters shooter, et ça rejoint ce que tu as dit par rapport au spacing de pas mal d'équipes à l'ouest.
En fait, tu peux faire ce choix contre pratiquement tout le monde. Ouais, c'est-à-dire que la plupart des équipes t'offrent la possibilité de faire ce choix. Donc, ça rejoint un peu ce que tu as dit vis-à-vis des spacings un peu mauvais. Est-ce que tu as d'autres motifs d'espoir? Moi, je citerai juste un truc, c'est que ils sont et bien évidemment, au moment où je dis ça, j'ai pas préparé la stat. Après des années de podcast, vraiment, l'amateurisme, ils sont en 10-3 contre les équipes à plus de 50% dans les matchs où LeBron et Luka jouent. Donc, et dans le 3, ils ont perdu Boston, ils ont perdu du coup OKC, parce que c'était 9-2 quand j'avais vu le power ranking d'NBA.com, et il y en a une qui doit se balader comme ça. Donc, quand Luka et LeBron jouent, il y a un motif d'espoir, c'est que ça reste une équipe qui est assez solide et qui a des matchs de référence, genre le match contre OKC, le premier du coup, qui est un vrai match référence dont tu as parlé, Matt. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le motif d'espoir? Il y avait juste, ça va reprendre un peu ce que tu as dit, mais il y a un truc que j'ai regardé qui est intéressant, c'est quand tu reprends je sais que Constant aime bien cette stat aussi, c'est le net rating contre le top 10 de NBA. Donc j'ai pris depuis que Luka est arrivé. Alors autant en termes de net rating globaux, ils étaient pas très bons. Par contre, tu prends leur net rating contre le top 10, qui sont 4e de NBA, à plus 4, où là ils ont 4e meilleure attaque et 7e meilleure défense. Donc ça, je pense qu'aussi, vu qu'on le sait en playoff, généralement, le top 10, c'est un peu les équipes que tu vas rencontrer. Et ça match bien, ce qu'on disait, les matchs contre OKC, les matchs contre les Clippers. Il y a eu contre Houston aussi, qu'ils ont gagné contre Golden State. Donc il y a eu vraiment beaucoup de victoires comme ça. Et puis le motif d'espoir aussi, c'est Luka Doncic. Enfin, pour moi, c'est un peu ce que j'avais noté dans la trame, c'est une bonne défense avec Luka Doncic. En fait, c'est un cocktail, le truc qui, on l'a vu l'année dernière. Alors, c'était un niveau peut-être moins meilleur que ces Lakers-là en défense. Je pense qu'ils avaient encore un niveau supérieur. Mais l'année dernière, moi, je crois pas que j'avais les Mavericks en contender et ils vont en finale NBA. Et Lucas, ça fait quand même plusieurs séries de playoffs où il fait des upsets tous les ans. Je me souviens contre les Clippers, quand il est allé aussi en finale de conf. Donc, moi, je serais pas étonné que cette équipe-là aille loin, rien qu'avec Luka et puis cette équipe qui défend si bien. Exactement, ouais. Surtout que, je vais pas passer par le lieu commun qui est cité par tout le monde, mais en plus, tu peux imaginer que Luka et LeBron dans une même équipe de playoff en termes de Q-basket, de capacité à appuyer sur les mismatchs sans avoir besoin. Et encore une fois, il faut souligner le taf de JJ Redick, mais eux, ils auront pas besoin de JJ Redick qui leur dessine un système pour comprendre certains mismatchs qui vont s'offrir à eux totalement. Enchaînons maintenant avec le joueur clé. Et le joueur clé, tu as choisi un joueur dont on a un peu parlé, qu'on a déjà un peu évoqué, c'est Rui Hachimura. Alors pourquoi? Oui, je trouve que c'est un joueur qui est intéressant, qui a énormément changé de rôle, surtout cette saison, puis un petit peu la saison dernière, parce que c'est vrai que c'est un joueur, j'ai l'impression, qui est totalement différent de ce qu'il était quand il a été drafté. Il est resté 4 ans à Washington. Mais c'est vrai qu'à Washington, on avait un peu l'image, mais moi, j'étais pas non plus hyper fan de ce joueur-là, parce que c'est un peu le genre de joueur qui se reposait énormément sur son mid-range et qui était pas non plus hyper efficace là-dedans. Les résultats, en tout cas, son efficacité au scoring était pas très bonne. C'est pas non plus, dans ces années Washington, c'était pas non plus un défenseur très bon. Alors, en plus, le contexte, j'en parle même pas, Washington, c'était encore moins bon, avec un coaching staff pas bon, donc j'imagine que pour le développement d'un jeune, ça doit encore moins aider. Mais en tout cas, quand tu regardes son régime de tir, il a totalement changé. Les longs tirs à 2 points, c'était 24% de son régime, c'est passé à 7% cette saison. Donc vraiment, on a dit au revoir au long tir à 2 points, et puis son fréquence de tir à 3 points, c'est son plus haut, il est à 40%. Donc en fait, il a enlevé un peu ce long 2 points pour passer à des tirs à 3 points, et en plus avec une bonne efficacité, il est je crois à quasi 40% cette saison. Donc on a vraiment un Rui Hachimura qui s'est mué en free and D. Alors la défense n'est pas parfaite, mais dans ces systèmes un peu où tu as besoin de longueur, de tenir des mismatchs, de défendre des fois des plus gros, parce que même s'il peut se retrouver avec des pivots, il peut les gêner. Il y a même eu l'année dernière et cette saison où il s'est retrouvé face à Nikola Jokic. Bon, il y avait encore Anthony Davis qui était là pour un peu essuyer les tirs au cercle, mais en fait, il arrive à défendre le post-up. Il arrive à se défendre s'il doit défendre le post-up. Donc c'est un joueur qui est vraiment devenu, je trouve, intéressant. Et JJ Redick a bien réussi à le muer
un vrai 3&D. Et ce qu'il apporte aussi, je trouve, d'intéressant en attaque, c'est que vu que les Lakers en fait ont un 5 immense, ça m'a surtout frappé contre les Rockets et les Warriors, où en fait euh, les Warriors ont été obligés de mettre Stephen Curry sur Rui Hachimura. Parce qu'en fait, vu que t'as Luka qui est trop grand, enfin en fait tout le monde est trop grand dans cette équipe, ils allaient pas non plus mettre Austin Reeves sur lui, parce qu'Austin Reeves, vu qu'il peut un peu l'attaquer sur dribble, ils allaient pas mettre Stephen Curry sur lui, donc ils étaient obligés de mettre Rui Hachimura sur Stephen Curry. En fait, bah ça te provoque un mismatch sans en provoquer un en fait. Et ce qui a été pas mal utilisé, j'ai bien aimé par JJ Redick, c'est ils ont fait pas mal d'appels de jeu, on fait du post-up de Rui Hachimura sur Stephen Curry. Donc même faussif, j'ai vu face à Fred VanVleet. Donc ça aussi, ça peut être une carte à jouer oui, c'est devenu un free handy, mais il est aussi capable un peu d'avoir ses jeux en post-up, vu qu'il est plus grand que tout le monde, quand il a un mismatch. Et vu que là, les Lakers, des fois, sur certaines rencontres, ils ont même pas besoin d'appeler un mismatch, ils l'ont déjà offert sur un plateau, bon, au moins, ça peut aussi t'offrir des tirs rentables sans vraiment les provoquer. Je suis d'accord avec toi. Je pense que parfois il a ces restes de peut-être de son époque Wizards où ça peut être un joueur qui peut être. Alors les fans des Lakers pourraient me contredire, mais il peut être agressif parfois. Ce qui est aussi difficile avec Rui Hachimura et où je te rejoins, c'est que il y a une variation de son agressivité, je trouve parfois. C'est un joueur qui peut être très agressif parfois et un peu moins, mais je suis totalement d'accord avec toi. Surtout que on l'a dit, vraisemblablement tu vas passer beaucoup de minutes dans ces playoffs sans Jackson Hayes, donc il y a un moment, et c'est le 5 qui a le plus joué côté Lakers depuis l'arrivée de Luka, c'est donc le Luka, Austin Reeves, Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura, LeBron James. C'est un 5 qui est ultra efficace pour l'instant, et Rui Hachimura joue là-dessus, et je trouve que c'est un très bon exemple ce que tu donnes par rapport aux Warriors, et de l'autre côté, il y a des confrontations, on parlera du signing un peu plus tard, mais si tu viens jouer Houston, fort probable que Rui Hachimura soit obligé de défendre contre un joueur qui est surdimensionné face à lui. Alors, il y a eu des séquences, on avait vu l'année dernière, où il y avait des tentatives côté Lakers quand ils jouaient les Nuggets en playoff de peut-être mettre Rui Hachimura sur lui avec l'aide d'Anthony Davis. Je dis pas qu'ils vont faire ça si jamais ils jouent les Nuggets, mais c'est un joueur qui est extrêmement intéressant et qui peut, par séquence, répondre à certaines problématiques offensives qu'ont les Lakers. Ma seule question, c'est vraiment le niveau d'agressivité de Rui Hachimura. C'est tout. Matt, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Rui Hachimura? Non, je crois qu'on a tout dit. Moi, je mettrais quand même Jackson Hayes aussi, parce que quand même, on va pas. Bref, Redick a proposé de très bons schémas, mais s'il y a des séries où Jackson Hayes peut pas poser le pied sur le terrain ou où il est mis en problème de faute très très rapidement, ça peut être compliqué. Alors, Matt, avant de parler du plancher plafond, je suis un peu obligé de faire un petit point. D'abord, premier point, on enregistre ce podcast le 10 avril, jeudi 10 avril au soir. Au moment où on enregistre, les Lakers, il reste 2 matchs à jouer pour les Lakers. Si vous nous écoutez sur YouTube au moment de la sortie de ce podcast, vous n'avez pas les résultats de ces 2 matchs qui sont respectivement contre Houston et les Blazers. En gros, ce qui se passe actuellement, c'est que si les Lakers gagnent un de ces 2 matchs, ils sont assurés d'avoir la 3e place à l'ouest. Partons du principe, Matt, qu'ils vont en gagner un sur les 2. Bon, rappelons qu'au niveau des pronostics, je suis complètement rincé depuis le début parce que selon moi, les Bucks étaient assurés d'être 6e carrément et vont probablement finir 5e. Passons. Du coup, si par 3e, Matt, leur plancher se situe où? Parce que rappelons que dans cette situation-là, tu es à l'opposé d'OKC dans le bracket. Et ça va avoir son petit... peser un peu cher. Alors, première chose, est-ce que pour toi, c'est l'équipe qui a un plancher supérieur au premier tour? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, j'ai mis passer 1 ou 2 tours. Franchement, je les vois éliminés au premier tour. Je serais vraiment très surpris quand même. Parce que, Est-ce qu'il y a une surtout, équipe qui te fait peur au premier tour potentiellement pour eux? je suis en train de voir, tout à l'heure, je disais ils peuvent pas rencontrer les Warriors, mais en fait, c'est vrai qu'ils ont perdu contre les Spurs Oui. cette nuit. Donc en fait, si il peut y avoir un monde s'il y a un Lakers Warriors, peut-être. Même si je vois quand même les Lakers un peu plus favoris moi que les Warriors, mais ce serait un premier tour très compliqué. Après, s'ils rencontrent Wolves ou Memphis, je vois passer les deux assez aisément. Donc minimum, ils passent un tour, ça c'est certain. Et comme tu l'as dit, vu qu'ils sont pas dans le bracket d'OKC,
Ça voudrait dire rencontrerait Houston potentiellement ou le vainqueur de Houston contre ça pourrait être aussi les Warriors au deuxième tour si Warriors le Warriors ouais. Lakers est assez probable en fait. Enfin, ça Ouais, dépend ce qu'ont faire les Lakers Warriors. aussi, en fait, ouais. Parce que bon, les Warriors ont perdu. Au moment où on enregistre, ils ont perdu contre les Spurs, un match qu'ils ne absolument pas perdre. Bref, pour si tu veux vraiment t'assurer. Bon, les Warriors vraisemblablement devraient échapper au play-in quand même au moment où on enregistre. Mais encore, rien n'est certain. Mais ça veut dire que selon toi, Matt, si tu cibles un match-up potentiellement problématique, ça serait les Warriors à l'heure actuelle. Oui, bah c'est l'équipe, on va dire, la plus compétente. Parce que c'est vrai qu'après, il y a Minnesota, on l'a vu l'année dernière avec Luka. Ça t'inquiète pas le secteur intérieur de Minnesota? De toute façon, là, on fait des semi-previews. De toute façon, il y a un moment, on peut carrément. C'est un peu ce qu'on a fait avec Constance sur les Nuggets, hein, mais moi, je t'avoue que le Minnesota Lakers m'inquiéterait un peu quand même. Ah ouais. Parce qu'au niveau de la... C'est plus le côté défense des Lakers. Je vois pas comment Minnesota pourrait répondre à. Oui, ça. Ouais. Ouais, vous pouvez voir sur ces podcasts, je suis facilement influençable, hein, parce que chaque fois, ils arrivent à me convaincre. Du coup. Et la vraie question, Matt, que tout le monde se pose après plus de 40 minutes de podcast, là, est-ce que le plafond des Lakers, c'est être champion NBA? Moi, j'ai mis ça avec un point d'interrogation parce que après moi, c'est vrai que je pense que je suis influencé je suis biaisé par Luka. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une équipe où il y a Luka et qu'il y a une bonne défense, je les vois. Moi, je pense que leur plafond, par contre, c'est finale NBA. Je vois un monde où ça arrive. Je te l'ai dit comme ça en off. Je vois un monde où ils peuvent aller en finale NBA. Par contre, je ne vois pas un monde où ils tapent successivement OKC et Boston. Parce que pour moi, Boston sort de l'Est. J'ai pas fait beaucoup de previews à l'Est, mais c'est assez clair. Enfin, pour moi, Boston sort de l'Est. Sauf blessure, bien évidemment. Je peux pas les imaginer réussir deux séries contre deux équipes qui sont... une équipe historique défensivement et les Celtics. Par contre, oui, ils peuvent aller en finale NBA. Encore une fois, la preview d'OKC va arriver. J'aurais tendance à me dire, leur plafond, c'est ça. Après, si tu me demandes, quel est le scénario le plus probable, je dirais une défaite en finale de conf. Quand même. Perso. Oui, je pense aussi. Bah, OKC reste quand même favori avec avec la saison qu'ils ont fait. Même si là, il y a eu comme je disais en off, les récents matchs nous ont quand même montré que les Lakers sont appuyés sur des choses qui ont fait mal à OKC. Donc c'est ça qui peut faire dire il y a un monde qui existe où ils vont en finale NBA, mais oui, pour l'instant le plus probable. Tu vois, on parlait sur la conversation de Kebdo de qui est la deuxième meilleure équipe de l'Ouest, parce que c'est vrai qu'au final c'est compliqué à savoir. C'est pas du tout clair. Personne ne sait. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, je mettrais quand même les Lakers. Bah, ils ont de sacrés arguments. Moi, j'en ai parlé dans la preview Clippers. Hein. Moi, tu me dis que si tu m'assures que Kawhi se blesse pas dans les 6 prochaines semaines, je pourrais défendre que c'est peut-être les Clippers, quoi. Mais le truc, c'est qu'il va se blesser, peut-être, probablement. Donc, c'est difficile à croire. Mais ouais, peut-être que ce sont ces Lakers, sachant qu'il n'y a pas une marge très importante. Donc, c'est là où le seeding et le fait de s'être plus ou moins assuré. J'ai beaucoup de mal à les imaginer perdre les 2 derniers matchs quand même, alors que pour eux ça leur offrirait une voie royale hors OKC du coup d'ici au final de conf. Ouais, je les vois bien aller en finale de conf, mais j'ai beaucoup de mal à les voir. On va pas spoiler la preview du mini-goat, mais le mini-goat lui a tendance à peut-être croire qu'il y a un monde où OKC perd contre ces Lakers, mais j'ai tendance à mettre un petit avantage Lakers. Je fais long pour moi, et j'ai pas fait la preview Cleveland, donc je peux le dire. Pour moi, c'est les Lakers, et on va dire que je manque de respect de fou à Cleveland, mais de toute façon, je le dis depuis le début des previews, que je crois pas trop à Cleveland. Pour moi, c'est les Lakers, c'est vraiment les Cleveland. C'est un peu, il y a ce groupe d'équipes à l'ouest que je mettrais en parallèle avec Cleveland à l'est, c'est-à-dire que je peux imaginer certaines de ces équipes peut-être aller en finale NBA, mais je peux pas les imaginer successivement battre à la fois Boston et puis OKC en fait. Donc, c'est ça mon problème. C'est vrai que s'il y a un monde où il y a rencontre Thunder plus Celtics, oui, je suis d'accord, ça va être compliqué. Ouais. C'est compliqué. Tu peux en passer. Genre, il y a un monde que je n'imagine pas. Hein, je le dis depuis le début, ou peut-être où genre Cleveland réussit à battre Boston, mais tu vas pas OKC en finale. C'est ça le problème d'avoir deux grosses équipes comme ça, c'est que tu dois les battre successivement, ou alors tu dois espérer que
il y a un coup du sort qui fasse que tu n'aies pas à jouer une de ces deux équipes avant, tu as joué une seule de ces deux équipes. Voilà. Matt, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ces Lakers? Non, je crois qu'on a fait le tour. Eh ben, les fans des Lakers vont être contents et je t'avoue que, oh là là, on se fait toujours un petit jeu chez Dunk Hebdo. Ah, d'ailleurs, Matt et Greg sont même pas au courant. On s'envoie souvent un bracket avant le début des playoffs. Oh là là, à l'Ouest, ça va être compliqué. Ça C'est sûr, ouais. Ça va être compliqué cette année. En tout cas, cette preview des Lakers est bouclée. Il nous en reste 2 et ce sont les équipes à propos desquelles on a beaucoup parlé. D'un côté, le Thunder à l'ouest, de l'autre, les Celtics à l'est. Une chose à propos des Celtics, pour être totalement transparent avec vous, la preview des Celtics a été enregistrée pas mal de temps en avance. Voilà, c'était une des premières previews enregistrées, donc ayez bien conscience de cela au moment où vous allez l'écouter. En tout cas, on vous remercie comme d'habitude de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube aussi, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Et puis sur Twitter, Matt, tu as fini ton round de preview. Tu peux te détendre, mais tu vas découvrir une nouvelle mission. Après, chez Dunk Hebdo, c'est ce post-mortem. Et on est encore une fois dans la positive attitude, parce qu'on va enterrer les équipes. Après avoir dit qu'elles ne gagneront pas le titre, on les enterre. Voilà, c'est magnifique. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve demain pour parler de Boston. Salut! Salut!